Au drapeau. Vice-amiral d'escadre Christophe Cluzel. Nous vous confions ce drapeau. Vice-amiral d'escadre Jacques Fayard. Nous vous confions ce drapeau.
contre-amiral Serge Bordarier. Nous vous confions ce drapeau. Le banc. Officiers mariés, quartiers maîtres et marins, personnel civil de la défense servant dans la marine, nommé chef d'état-major de la marine par le président de la République, je mesure l'honneur qui m'est fait d'en prendre le commandement aujourd'hui. Reconnu pour ses savoir-faire et ses succès en opération, engagé au quotidien de nos approches jusqu'au grand large pour défendre la France, les Français, nos intérêts et nos valeurs, j'éprouve un profond sentiment de fierté et suis animé par une grande détermination au moment de prendre le quart. Le contexte géopolitique est marqué par une contestation toujours plus forte de l'ordre international, par la désinhibition de nos compétiteurs dans leur conquête de puissance et d'influence, aggravée par un réarmement généralisé, notamment dans le domaine naval. Cela nous impose d'être prêts à des engagements plus durs et exigeants, qui pourraient s'imposer à nous sans préavis et de manière brutale. Dans ce contexte, la loi de programmation militaire 2024-2030, voulue par le président de la République et portée par le ministre des Armées, nous donne le cap à suivre. L'effort consenti par la nation est majeur. Il nous oblige. Il conforte le rôle clé de la dissuasion. Il confirme la volonté de disposer d'une marine et d'armée forte et cohérente. Il permet le lancement de programmes majeurs et le développement de capacités nouvelles. Il permet de soutenir l'indispensable attention à nos conditions de vie et de travail et au soutien de nos familles. Il permet enfin de garantir aux chefs des armées de disposer de forces entraînées au plus haut niveau et prêtes à accomplir les missions qui nous seront ordonnées. Le plan Mercator reste les lignes à suivre pour répondre à ces enjeux.
Je m'inscris sans réserve dans la continuité de cette vision stratégique, développée par l'amiral Prazuc et accélérée par l'amiral Vendier. Ce plan porte les valeurs de détermination du temps long pour poursuivre le renouvellement de notre marine de combat et d'agilité du temps court pour adapter nos forces aux enjeux immédiats. Il repose sur notre richesse collective, vous, marins, du matelot à l'amiral, personnel civil de la défense, animés par la force de l'esprit d'équipage. Vous êtes notre richesse et le facteur décisif de la victoire au combat. Il importe chaque jour de nous attacher à consolider, à renforcer et à développer notre caractère et nos talents qui fondent notre excellence. C'est précisément le sens profond des drapeaux qui viennent de nous être remis par le ministre des Armées. Ils portent dans leur pli l'héritage de nos anciens et ainsi une part de notre identité de marin et de combattant. La force de la marine, c'est son équipage. C'est un état d'esprit que je vous demande de cultiver. Soyons prêts, prêts individuellement, prêts humainement, développons nos forces morales, prêts collectivement, forgeons l'esprit d'équipage. Soyons prêts. Soyons combatifs, du quotidien des ponts au poste de combat en haute mer, déterminés à ouvrir les voies nouvelles pour vaincre. Soyons combatifs. Soyons ouverts à l'autre, ouverts aux partenaires, on ne gagne jamais seul, ouverts aux opportunités, elles ne se présentent pas deux fois. Soyons ouverts. Soyons audacieux. La réussite de nos missions et la victoire reposent sur l'audace de nos actions et notre aptitude à en maîtriser les risques. Il faut oser convaincre. Soyons audacieux. Avançons au large. Vous avez toute ma confiance. Fermez le banc. Mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président de la Commission de la Défense nationale et des Affaires étrangères du Sénat, madame la maire de Toulon, mesdames et messieurs les élus, officiers généraux, officiers mariniers, quartiers maîtres et matelots, personnel civil de la marine, chers invités à l'international, chers anciens. Amiral, prenez la tête de la marine nationale comme tant de fois vous avez pris la mer, confiant et décidé, sans illusion sur les défis qu'il vous revient désormais de relever, ceux que vous avez certainement déjà identifiés, mais aussi ceux qui vous surprendront peut-être. La mer surprend toujours, même pour les grands marins, et dans ce monde sans cesse plus dangereux, vous l'avez rappelé, où les tensions s'accroissent et la compétition entre États devient plus dure, comment ne pas voir que la surprise pourrait survenir en mer depuis la mer. Ce constat nous indique de nous tenir prêts face aux menaces traditionnelles qui pèsent sur une puissance nucléaire comme la nôtre et de nous transformer sans cesse face aux menaces plus hybrides qui nous invitent à penser différemment et à agir autrement pour aujourd'hui et plus encore pour demain. Amiral, soyez confiants dans les capacités de nos marins à relever ces défis. L'amiral Vendier, à qui vous succédez, n'a eu de cesse, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, de préparer la marine nationale aux défis qui l'attendent, en la renforçant et en l'adaptant aux menaces qui naissent sur, au-dessus et sous les mers. Depuis 2020, la marine nationale a ainsi lancé les chantiers nécessaires afin d'accroître sa capacité d'intervention dans les espaces aéromaritimes de plus en plus ouvertement contestés. Le renouvellement capacitaire de notre flotte a été largement engagé avec le lancement du programme porte-avions de nouvelle génération à propulsion nucléaire, rendu désormais irréversible par le vote de la loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030, qui acte du début de sa construction en 2026 et de son admission au service actif en 2038. Cette programmation militaire permettra également le renouvellement de nos frégates, de nos patrouilleurs en métropole et dans nos outre-mer, de nos sous-marins nucléaires d'attaque, de notre capacité de guerre des mines, ainsi que de notre aéronautique navale. Elle prévoit aussi la pérennisation de la composante océanique de la dissuasion nucléaire,
avec le programme SNLE 3G. Jamais, depuis tant d'années, autant de moyens ont été décidés et votés pour notre défense. Ces nouvelles capacités offriront à la Marine nationale les moyens de se préparer aux futurs combats en s'appuyant sur un plus grand stock de munitions, de nouveaux outils cyber, numériques, de guerre électronique, une flotte de drones aériens embarqués, ainsi que des drones et robots sous-marins devenus indispensables à la maîtrise des fonds marins. Amiral, vous prenez aujourd'hui les rênes d'une marine de combat, en pointe et forte de nombreux talents, bien préparée par votre prédécesseur à qui je veux rendre un hommage appuyé à l'heure où il part prendre de nouvelles responsabilités au sein de l'état-major des armées. Amiral Mandier, les enjeux qui vous attendent dans votre prochaine mission comme major général des armées vous engageront à poursuivre le travail entamé à la tête de la Marine nationale pour nos armées. Il s'agira de faire plus vite et mieux. Il s'agira d'approfondir encore et de renforcer sans cesse les liens interarmés sans lesquels plus aucune victoire n'est imaginable. Vous aurez à mettre en œuvre cette programmation militaire en sortant pour autant de la logique qui voudrait que les moyens règlent tout pour vous poser la question de ce que nous en ferons. Le ministère des Armées doit être au rendez-vous des transformations que suggère la programmation militaire promulguée au cours de l'été pour créer une meilleure coordination dans la mise en œuvre des effets militaires que nous souhaitons produire à l'avenir pour chacune de nos armées. Chacune devra donc travailler avec les autres. Il ne s'agit pas d'une révolution des structures, mais d'une révolution de mentalité aussi puissante que celle souhaitée par le gaullisme militaire des années 60, et je sais que cette référence vous est connue. J'ai toute confiance en vous pour y parvenir. Je vous souhaite bon vent dans cette nouvelle mission. Amiral Rodour, je veux d'abord vous parler de vos marins, de ces femmes et de ces hommes qui s'engagent sur et sous les mers pour servir et défendre la France partout dans le monde. Vous les connaissez bien et vous les appréciez. Il vous faudra gagner la bataille de la fidélisation. Et c'est certainement l'un des chantiers principaux les plus urgents que vous devrez mener dans les semaines à venir. Cela passera par l'individualisation des parcours, en sortant de la logique qui voudrait que seule l'expérience crée la compétence, et en formant nos marins aux métiers pour lesquels ils ont le plus de talent et pour lesquels ils seront le plus utiles à la France. La Marine nationale, comme les autres armées, devra s'ouvrir encore plus largement au monde dans lequel elle vit pour répondre aux attentes de celles et de ceux qui s'engagent et qui trop souvent renoncent, non pas pour des questions financières, uniquement comme certains voudraient trop rapidement le résumer, mais rebutés parfois par la torpeur d'une institution qui peine à s'adapter à ses promesses vis-à-vis d'une jeunesse qui n'attend que de s'engager et de donner un sens profond à sa vie. C'est un défi que nous connaissons tous. Il vous revient enfin de cultiver les forces morales de nos marins pour qu'ils remplissent le commandement de leur devise, pour l'honneur et pour la patrie. Vous perpétuerez ainsi l'histoire vénérable de la marine, qui nous oblige sans cesse à regarder ce que nous sommes avec lucidité et respect pour la mémoire de celles et ceux qui sont tombés. C'est ce que nous faisons ce matin en perpétuant la vénérable tradition de la remise des trois drapeaux des forces de l'aéronautique navale, d'action navale et océanique stratégique. Partout où ils servent à travers le monde, nos marins compteront désormais sur vous pour leur donner les moyens de forger leur talent, leurs compétences et leur cohésion dans l'héritage glorieux de leurs anciens, dans la confiance que vous leur permettrez d'avoir en l'avenir, fort du soutien de leur famille et fiers de leur engagement pour la France. Et cela vaudra pour nos réservistes dont vous aurez la responsabilité de réussir la montée en puissance. Amiral, je veux aussi vous parler des capacités et des équipements sur lesquels vous pourrez compter pour remplir les missions qui seront confiées à la Marine nationale. Mais ne vous y trompez pas, et vous le savez, les renouvellements capacitaires permis par cette programmation militaire ne sont pas une fin en soi, mais bel et bien un commencement. Ces moyens devront permettre à la Marine de conquérir la supériorité dans tous les espaces de confrontation, y les plus nouveaux. Cela passera par l'innovation et le combat connecté. Vous devrez former un duo singulier avec le délégué général à l'armement et en lien avec les industriels dont je salue ici la présence. Il n'y a pas de schéma dans lequel la Marine, la DGA, nos industriels ne travaillent pas main dans la main
pour innover et vaincre, nous devons surprendre. Les sauts technologiques sont brutaux, notre réponse doit l'être tout autant. Cela passera aussi par des efforts à mener sur les infrastructures dans lesquelles travaillent nos marins à terre. Les moyens sont là désormais, il vous faudra vous assurer qu'ils soient utilisés vite et bien pour permettre aux marins de remplir leur mission avec le confort que requiert leur engagement. La base navale de Toulon constitue d'ailleurs en cela une priorité majeure. Cela passera enfin par une culture de l'adaptation que la Marine nationale soit en mesure de répondre aux menaces actuelles et futures. C'est une affaire de moyens, certes, je le redis, la programmation militaire répond, mais surtout d'état d'esprit, je le redis là aussi, pour être prêt, réagir et s'adapter partout. Car c'est là où réside le génie français. Qu'il s'agisse de garantir nos enjeux de sécurité domestique en Méditerranée, en Manche, en mer du Nord, en Atlantique, d'assurer notre souveraineté dans les eaux territoriales de nos outre-mer, de permettre que la flotte française ait un droit d'accès partout, tout le temps, du détroit d'Ormuz au canal de Suez, de projeter nos forces auprès de nos alliés dans l'Indo-Pacifique, et bien sûr, de garantir notre posture de dissuasion en toutes circonstances. C'est ça, la vocation de la marine française, que de permettre à la France d'être présente partout à travers le monde, et c'est la vocation de la France d'être une puissance mondiale, sans quoi, comme le disait le général de Gaulle, elle ne serait plus la France. Messieurs les amiraux, vous relèverez tous ces défis, fort d'une vie d'officier de marine qui vous a donné à chacun le goût de l'effort et du dépassement, la force calme avec laquelle on ressort une tempête, la créativité et l'agilité indispensables à bord d'un navire de combat. Fidèle à la devise du chevalier Paul, amiral le jour que vous avez commandé, il vous faudra oser et vaincre. Amiral Vandier, amiral Rojoux, vous avez toute notre confiance. Vive la Marine nationale, vive la République et vive la France. Monsieur le ministre des Armées, les honneurs vous ont été rendus par la visite de la Marine nationale, par une compagnie composée d'une section armée par le bataillon de fusiliers marins des Troyas, d'une section armée par l'escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque de Toulon, en présence du drapeau de la demi-brigade de fusiliers marins, commandée par le capitaine de brigade Pédus, commandant en second le porte-hélicoptère amphibie X-Blue. L'amiral Vandier avait tenu un discours assez martial. Il invitait les marins à se préparer au feu. Est-ce que vous inscrivez dans cette même logique? Alors, d'abord, je voudrais rendre effectivement hommage à l'amiral Vandier, qui pendant 3 ans a véritablement marqué la marine par son côté volonté de renforcer l'esprit de combat de notre marine. Je pense que c'est un plein succès pendant ces 3 années et je vais définitivement continuer dans cet axe-là. Je pense qu'effectivement, il faut que nous ayons une marine prête au combat. Et c'est ce que j'ai voulu dire dans mon ordre du jour tout à l'heure, cette volonté d'avoir une marine combative, prête, qui s'adapte
et qui saisit les opportunités est absolument essentiel dans le monde que vous connaissez, qui est un monde particulièrement incertain et complexe. Lors de vos précédentes fonctions, vous avez dernièrement conduit les opérations d'évacuation des ressortissants français et étrangers du Soudan. J'imagine que vous suivez de près la situation au Gabon. Alors on suit effectivement la situation qui se passe au Gabon, avant au Niger, au Soudan, etc. Bon, nous sommes dans des process aujourd'hui politiques dans lesquels je n'ai pas à m'exprimer derrière. Mais effectivement, j'ai conduit l'opération d'évacuation de ressortissants au Soudan, où la marine était impliquée avec l'utilisation d'une frégate, la Lorraine, pour permettre l'évacuation du personnel de l'ONU de Port-Soudan vers Jeddah en Arabie Saoudite. Et c'est cette adaptabilité de la marine qui a reconfiguré la mission pour aider finalement cette évacuation de ressortissants qui a été totalement bénéfique. Et de quels moyens la marine dispose à l'heure actuelle dans le golfe de Guinée? Alors à ce stade, la marine dans le golfe de Guinée exécute la mission Corimbe, comme quasiment toute l'année, avec très peu de temps. Et nous avons un bâtiment, le Mistral, dans le golfe de Guinée. Le ministre a évoqué le futur porte-avions. Il a dit que c'était on ne reviendrait pas en arrière. Donc il y aura une nouvelle génération. Pour l'entretien de ce futur porte-avions, est-ce que vous pouvez nous confirmer la construction prochaine d'un bassin ici à Tours? Alors, ce qui a été confirmé dans la LPM, effectivement, comme l'a dit le ministre, c'est la construction d'un porte-avions de nouvelle génération. Comme vous le savez, c'est un process qui est assez long, puisqu'on l'attend pour 2038. Et donc, d'ici là, l'ensemble des éléments nécessaires pour constituer cette capacité, qui vont des ressources humaines aux nouvelles capacités que peuvent être un bassin, que peuvent être un quai, doivent être étudiés et puis mis en place, entre guillemets, derrière. Vous avez parlé de fierté au début de votre prise de parole. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est une fierté ce qui vous arrive aujourd'hui? Je suis rentré dans la marine en 1989 et je pense que quand on rentre comme jeune élève officier dans la marine, on ne se dit pas un jour je serai le chef. Et donc aujourd'hui, je suis le chef de 41 000 personnes, ce qui fait quand même une belle armée, avec une armée qui agit partout, sous mer, sur la mer, dans les airs, à terre. Et donc avoir été retenu, avoir été choisi par le président de la République pour relever l'ensemble de ces challenges à un moment où les crises dans le monde se succèdent et se multiplient. Et pour moi, évidemment, d'abord un honneur, une fierté, et puis aussi une très grande joie de succéder à l'amiral Vendée. D'autant que vous arrivez dans un contexte quand même géopolitique bien différent d'il y a 3 ans. Comment est-ce que aussi vous l'abordez? Alors j'ai pu pendant mes 2 années en tant que chef des opérations à l'état-major des armées voir l'évolution du contexte géopolitique qui s'est évidemment extrêmement durci et qui est devenu de plus en plus imprévisible. Et donc c'est tout l'objet des 4 axes que j'ai donnés aux marins: être prêt à l'imprévu, être combatif parce qu'il faut tout de suite être capable de répondre, être ouvert aux opportunités et être audacieux parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui et quand on prend l'exemple du Soudan, c'est par l'audace des modes d'action français qu'on a réussi à évacuer les ressortissants et à être les premiers à prendre un aéroport pour pouvoir le faire. Le ministre vous a demandé que la marine soit plus ouverte, qu'elle sache aussi peut-être davantage garder ses talents. Comment est-ce que vous allez mettre ça en œuvre? Alors, comme l'a dit le ministre des Armées, effectivement, le principal enjeu, un des principaux enjeux que j'aurais à relever, c'est les ressources humaines. Nous sommes dans un modèle national compétitif en termes de ressources humaines. Donc il faut qu'on soit attractif, il faut qu'on soit capable de recruter à bon niveau, tout plein de spécialités, puisque la caractéristique de la marine, c'est d'avoir énormément de métiers différents. Et il faut qu'on soit capable de garder nos meilleurs talents. Et donc c'est l'axe de la fidélisation, effectivement, qui sera un axe majeur, de façon à conserver nos talents le plus longtemps possible dans notre belle marine. Et comment on fait? Comment on fait? Il y a beaucoup de leviers qui aujourd'hui existent, qui sont mis en place notamment par la loi de programmation militaire et qu'il va falloir activer. C'est toujours en termes de ressources humaines, c'est pas une recette miracle. C'est la combinaison d'un ensemble de leviers et de curseurs qu'il faut ajuster au mieux pour garder les gens qui sont les meilleurs et qui permettent à la marine de se renforcer. Amiral, on se rend compte que les drones actuellement sont d'actualité. Est-ce que cela ne rend pas notre marine plus fragile? Et quelles actions comptez-vous mener justement face à cette invasion de drones qu'on voit partout maintenant?
Alors, vous avez raison, les drones sont une réelle actualité. La marine est pleinement investie dans la dronisation de la marine, au sens large. Ça a commencé il y a longtemps déjà par la dronisation de la guerre des mines, qui aujourd'hui est une réalité. Les premières capacités de drones de guerre des mines arrivent à Brest en ce moment. Nous avons sur nos bateaux développé des petits drones qui permettent d'augmenter les capacités, c'est le cas des Aviso par exemple, et sur les PHA, là où nous sommes, nous avons également des drones qui permettent de voir un peu plus loin. Même nous nous inscrivons encore au-delà dans l'évolution systématique vers la dronisation, puisque c'est une manière d'innover, de renforcer nos capacités et de répondre aux missions qui nous sont demandées. Le ministre a aussi parlé de nouvelles technologies. Est-ce que c'est un axe important pour vous? Alors c'est un axe essentiel en fait, les nouvelles technologies. Dans la supériorité navale, on dit toujours qu'il y a 3 grands piliers. Il y a un pilier technologie, il y a un pilier nombre et il y a un pilier savoir-faire. Quelles sont les ruptures technologiques qui vont nous permettre de gagner demain? C'est véritablement les études qui sont en cours aujourd'hui dans la marine pour prendre les bons virages. C'est jamais très simple d'anticiper, de voir à 10 ans quelles seront les ruptures technologiques, les lasers, l'intelligence artificielle, un certain nombre de choses, mais c'est l'ensemble de ces domaines-là que nous investiguons de façon à augmenter la capacité, typiquement d'un bateau comme celui-ci. Si vous rajoutez de l'intelligence artificielle avec, vous optimiserez son fonctionnement et donc il sera plus productif quelque part. Donc ces nouvelles technologies, on en est au cœur. Elles sont aussi inscrites en loi de programmation militaire et il faut véritablement les développer pour ne pas rater ces virages technologiques et surtout pour renforcer les capacités qu'on peut mettre à la disposition de leaders politiques. Ce qui implique de travailler encore davantage avec la DGA et les industriels. Mais la marine a toujours travaillé avec la DGA et les industriels, main dans la main. On ne fabrique pas un bateau comme ça sans l'industriel et sans la DGA, ça n'est pas possible. On ne fabrique pas un porte-avions sans la DGA et sans Naval Group, évidemment. Donc nous sommes tous ensemble autour de la même table et je pense qu'il y a une vraie conscience à la fois de nos industriels et à la fois de la DGA des enjeux auxquels on fait face, l'urgence des enjeux auxquels on fait face. Et donc, à la fois, j'ai la détermination du temps long parce qu'on ne fabrique pas un porte-avions en 5 minutes et donc ce sera très long. Mais j'ai besoin aussi de l'agilité du temps court pour justement récupérer tout de suite une nouvelle technologie émergente et être capable de la mettre sur un bateau pour être immédiatement efficace. Et comment justement on imagine maintenant un bateau qui va sortir dans 15 ans? Vous évoquez la technologie qui évolue rapidement, on ne sait pas trop vers quoi ça va aller. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être finalement obsolète quand on fait ça? Alors c'est toute l'étude d'anticipation que l'on mène sur le porte-avions. Généralement sur un bateau, mais les bateaux durent environ 40 ans. La coque en fait dure 40 ans. En réalité, le bateau se transforme énormément en 40 ans. Et donc vous avez une vie du temps long qui est la coque, ça sera à peu près toujours la même. Modulo les bosses qu'on fera à la manœuvre d'accostage. Et puis après tout le système de combat, le système de capteurs, le système de senseurs qui vont être à bord, vont être renouvelés au fil du temps. Et c'est aussi un des axes que l'on a avec la Direction Générale pour l'Armement, de faire évoluer plus vite nos systèmes de combat, sans changer la plateforme, mais pour les rendre toujours up-to-date. Justement, vous parlez du porte-avions, il est à côté de nous en ce moment. Quel chantier subit-il et est-ce que vous pouvez nous donner une date de retour en mer? Alors aujourd'hui il est en entretien comme le porte-avions est régulièrement en entretien, c'est tout à fait normal. La fin de l'année 2023 doit le voir retourner en mer pour une période probablement, alors on ne sait pas encore parce que ça dépendra de la situation internationale évidemment. Donc voilà, c'est un entretien assez normal et régulier après la mission qu'il a menée l'année dernière jusqu'en océan Indien. La berline.